Bonsoir et merci de nous retrouver dans la famille en question. Comment accompagner une personne âgée dépendante? C'est le thème de cette émission. Face au vieillissement de la population et à la crise du système de protection sociale, les familles apparaissent comme une solution dans la prise en charge d'un parent âgé. Alors qu'est-ce qu'aider un parent dépendant? Comment les familles s'organisent-elles? Quelles sont les difficultés matérielles, psychologiques et affectives auxquelles elles sont confrontées, mais aussi leurs joies? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités. Autour de cette table, nous accueillons Martine Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre mère vit chez vous depuis 6 ans. Et on vous verra dans le reportage de cette émission dans un instant. Face à vous, Sylvie Juizaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne à la Société parisienne d'aide à la santé mentale, la SPASM, à Paris. Enfin, nous retrouvons ce soir le père Stan Rougier. Bonsoir père, vous intervenez régulièrement dans la famille en question, je ne vous présente plus. Et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Accroche ta vie à une étoile chez Albin Michel. Et vous nous apporterez bien sûr votre regard à la fin de cette émission. Alors, avant d'aborder ce thème avec vous trois, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné chez vous, Martine. Donc, vous vous occupez de votre mère qui habite chez vous depuis 2001. Oui. Alors, après l'avoir aidée à temps complet, vous avez quand même mis en place une aide ménagère et de soins à domicile. Ce reportage a été réalisé par Hélène Marronnet et Laure Vintroux. Regardez. Coucou mémé. Il est 9 h et comme tous les matins, Martine aide sa mère à se lever. Car à 98 ans, Julienne a besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il y a 6 ans déjà, lorsque son père décède, Martine ne veut pas laisser sa mère vivre seule, ni la placer en maison de retraite. Elle décide alors de l'accueillir chez elle. Mais c'est toute l'organisation familiale qui doit changer. Julienne récupère la chambre vacante de sa petite fille et pour Martine, ce sont de nouvelles habitudes à prendre. J'ai dû m'organiser au fur et à mesure des besoins, mais c'est pas toujours facile à vivre parce que quand on arrive soi-même à un certain âge, on aurait envie de se retrouver beaucoup plus libre, de pas se poser la question le jour même en disant bon. Ce matin, je me lève, mais il faut s'organiser pour la personne qui est à domicile. Physiquement, c'est difficile aussi, car souvent le soir, après le repas, on a envie de se détendre un petit peu avec son mari, regarder la télé, se parler tranquillement. Et là, il ne faut pas oublier d'aller voir sa maman qui elle-même a regardé une émission à la télé. Il faut l'emmener bien sûr aux toilettes, la changer, qu'elle soit bien pour mettre sa chemise de nuit, lui donner tout ce qu'il faut pour la nuit. Donc, quelque part, quand on a terminé sa journée, on voudrait pouvoir aller se reposer, mais on n'a pas terminé. Il faut s'occuper de la personne âgée. Il y a quelques mois, Julienne est tombée gravement malade. Depuis, sa fille a décidé de faire appel à du personnel soignant. Tous les jours, Benoît, l'infirmier, vient pour la toilette. Puis c'est au tour de Teresa, l'aide à domicile. De la manucure aux mots croisés, Teresa est là 2 fois par semaine pour améliorer le quotidien de la vieille dame. Malgré ce soutien, Martine ne se sent pas pour autant libérée de toute inquiétude. La liberté, on ne l'a pas vraiment. On ne peut pas parler de liberté parce qu'on ne part pas en se disant je quitte la maison, je ferme la porte à clé et c'est tout. D'abord, je ne ferme pas la porte à clé dans ce cas-là. Et quand je pars, je sais que je peux avoir à revenir rapidement rejoindre maman parce qu'elle a eu un malaise, ce qui arrive quand même relativement souvent. Donc j'essaie quand même d'amener toujours ce portable et je ne pars jamais très loin. C'est assez lourd à porter quand on part, quand on s'en va de chez soi. On ne part pas l'esprit libre, donc c'est quand même pesant. C'est pesant au quotidien. Pour Martine, ces aides sont précieuses. Fille unique, elle ne peut compter sur personne d'autre pour l'aider à assumer sa mère. Mais cette responsabilité a aussi des répercussions entre Martine et son mari. Pas facile en effet d'avoir une véritable vie de couple quand on doit s'occuper d'une personne âgée au quotidien. J'ai dit, on va y réfléchir tous les deux, parce que je voulais surtout pas que la décision vienne de moi, qu'ils me disent après, mais dis-donc, tu m'as imposé ta maman. Mais de lui-même, bon, il a énormément de cœur, et c'est vrai, j'ai des amis qui me disent, il est merveilleux, et je peux le dire, là, oui, il est merveilleux, parce que pas toujours évident d'accepter sa belle-mère, car c'était sa belle-mère. La belle-mère est tellement gentille. Donc, maman dit que la belle-mère est tellement gentille, c'est vrai. Donc, il a accepté. Mais il faut savoir que pour le couple, c'est quand même, c'est pas toujours facile. Donc, je te mets ta goutte. Pour tenir le coup et se laisser quelques moments de répit, Martine a 2 méthodes. Elle s'est lancée dans le bénévolat en donnant des cours de catéchisme et se tourne vers Dieu régulièrement pour la soutenir.
La force, je la puise quand même beaucoup dans ma croyance. Maman a toujours été très croyante, ça l'a aidée aussi dans ces moments difficiles. Moi aussi, je suis très croyante. Donc je me dis qu'il n'y a rien de grave dans tout ça, qu'il faut positiver, il faut se dire que je suis heureuse d'avoir ma mère. J'ai un bonheur d'avoir ma maman avec moi et je ne vais pas me plaindre, même si des fois c'est dur. Et puis quand ça ne va pas, je dis, mon Dieu, aidez-moi. Et il y a une lumière qui m'éclaire un petit peu et je repars. Si la prise en charge d'une personne dépendante à domicile n'est pas toujours chose facile, ce quotidien débouche aussi sur une relation nouvelle. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte d'abord de l'âge de ses parents. On ne les voit pas vieillir, parce que moi j'ai quand même 40 ans d'écart avec ma maman, fille unique avec 40 ans d'écart, et on ne les voit pas vieillir, ses parents. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand on se retrouve avec sa maman à la maison, ça apporte beaucoup de choses, parce qu'elle me raconte des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées. Elle m'a raconté récemment toute sa vie. Bon, c'est vrai qu'avec la maladie, enfin cet accident qu'elle a eu au mois d'octobre, j'ai vraiment eu très peur de la perdre. Et je me suis dit, mais je ne sais pas tout. Donc je lui ai demandé de me raconter sa vie. Je l'ai d'ailleurs moi-même filmée et j'ai pris des notes, serait-ce que pour laisser après à mes enfants et à mes petits-enfants à venir, j'espère. Donc j'ai pris des notes et j'ai appris un tas de choses. Il y avait un tas de choses que je ne savais pas, sa vie, son enfance. Bon, bah on avance sans connaître vraiment ce qui s'est passé. On connaît en gros, bien sûr, on sait à peu près les grands événements, on va dire. Mais les choses de la vie courante de ma maman, j'ignorais totalement. Si la santé de sa mère venait encore à se dégrader, Martine reconnaît qu'elle ne saurait pas quoi faire. Même si la charge devient trop lourde, elle n'accepte pas l'idée de s'en séparer, une séparation vécue comme un abandon. Et c'est le risque que courent les familles des personnes âgées dépendantes. Leur soutien peut durer de nombreuses années, au risque d'un épuisement moral et physique. Alors Martine, comment est-ce que vous avez décidé d'accueillir chez vous votre maman? Comment s'est opéré ce choix entre une vie à domicile et un placement en établissement? C'est un choix qui s'est fait très rapidement. Mon père est décédé brutalement, donc je me suis retrouvée, il fallait que je choisisse. Je ne pouvais pas laisser maman toute seule. Je ne pouvais pas aller non plus tous les jours chez elle régulièrement, ce n'était pas facile pour moi. Donc la question s'est posée très rapidement. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne maman avec moi. Et j'ai donc demandé à mon mari, parce que c'était important. Je ne l'ai pas obligé. S'il m'avait dit non, on aurait peut-être trouvé une autre solution, bien sûr. Mais il m'a dit, bah oui, je pense que c'est raisonnable. C'était raisonnable parce que ma fille était partie entre-temps et qu'elle avait laissé sa chambre. Si elle n'avait pas eu de lieu pour que je puisse l'accueillir, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Et c'était également le souhait de votre mère de ne pas aller dans une maison de retraite? Ah oui, ma maman ne voulait absolument pas aller dans une maison de retraite. Elle me disait toujours, ah non, non, si un jour je suis vieille, je ne veux pas aller dans les maisons de retraite. Je vais trouver plus vieux que moi et ça va me démoraliser. Elle avait toujours cette impression qu'une personne plus âgée qu'elle allait l'empêcher de bien vivre. Alors, bon. Alors, quels ont été les changements opérés dans votre vie? On l'a vu un petit peu à travers le reportage, l'organisation, notamment avec une aide ménagère, une aide de soins. Il y a eu d'abord les démarrages avec l'installation. Vous avez également un adolescent qui est chez vous, qui a aujourd'hui 17 ans. Alors, comment ça s'est vécu tout ça? Oui, j'ai mon fils, quand maman est arrivée, il était vraiment en pleine adolescence. Ça n'a pas été toujours très facile, parce que lui, il avait surtout envie d'écouter de la musique moderne. Bon, maman, ça aurait été plutôt une valse de Vienne, et tous les deux, il y avait quand même de grosses difficultés, tout au début, parce qu'après, je crois qu'il s'est dit, bon, il n'y a pas de solution, il faut que je reste avec ma grand-mère. Mais au début, il avait quand même pas tellement envie. Il me disait toujours, mais enfin, les générations, ça va pas ensemble. Moi, je voulais pas vivre avec mes grands-parents, donc... Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais Philippe, on n'a pas le choix, ta grand-mère est heureuse avec nous, donc il faut aussi que tu l'acceptes. Et il a fini par l'accepter, et il adore sa grand-mère, parce que quand elle a été très malade, il était inquiet, autant que ma fille, d'ailleurs, Elisabeth, qui était aussi très, très inquiète, mais elle était partie de la maison, donc c'était encore autre chose. Qu'est-ce qui est aujourd'hui peut-être pour vous le plus difficile dans ce mode de vie? Est-ce que ce sont des difficultés matérielles, affectives? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce quotidien, en fait? Très difficile, je ne sais pas, parce que bon, moi-même j'ai des ennuis de santé, donc je ne suis pas toujours très à l'aise. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une vraie difficulté, parce que quand on aime la personne qu'on a accueillie, même s'il y a des moments où on se dit c'est dur, c'est lourd, on a toujours quand même quelqu'un qui vous tend la main. J'ai quand même des amis qui font du bénévolat, entre autres, qui, quand j'ai pas trop le moral, je leur passe un petit coup de fil, elles me disent écoute, si tu veux faire autre chose aujourd'hui, écoute, on vient te rejoindre, ou éventuellement on va parler.
Elle, donc il y a un réseau, voilà, il y a un réseau de solidarité que j'ai découvert depuis que j'ai maman à la maison d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez aidée, même pour découvrir, je ne sais pas moi, les gestes quotidiens de soins, comment déplacer votre mère? Est-ce que là-dessus, vous vous êtes senti entourée pour ça, par le corps médical par exemple, ou par des tissus associatifs? Est-ce que vous avez dû apprendre finalement sur le terrain? Comment ça s'est fait pour cet aspect-là? On apprend sur le terrain. C'est un petit peu comme une maman qui vient d'avoir un bébé. Ben, moi, j'ai une grand-mère, donc on apprend, on récupère la grand-mère et là, on se dit, bon, ben, il y a ça à faire, ça à faire. Alors, le seul problème, c'est quand elle est malade, parce que bon, ça arrive qu'elle a des malaises et tout. Là, il faut vraiment gérer, parce qu'une personne âgée est quand même assez lourde. Et ça, c'est pas vous qui pouvez gérer ça. Voilà, donc à ce moment-là, on est obligé d'appeler des infirmières. Il faut quand même être aidé. C'est pas facile à ce moment-là. Hein. Mais autrement, non, ça se gère pas trop mal. Hein. Alors, c'est une question d'organisation. Vous évoquez un petit peu aussi ce qui s'est vécu pour votre couple et bon, votre mari qui a accepté d'avoir sa belle-mère chez lui. Alors, est-ce que ça n'empiète pas un petit peu aussi sur votre vie de couple? Comment ça s'exprime? Parce que c'est pas facile de garder votre intimité, vos moments à vous. C'est pas toujours évident. Comment vous faites? C'est vrai que bon, quand on a quelqu'un comme ça à la maison, quand on a une personne âgée, et que les enfants sont élevés, puisque ma fille a maintenant 31 ans, que mon fils vient d'avoir 19 ans, donc on est libre de faire un peu ce qu'on veut dans le couple, de partir, et là on peut plus partir vous comme on veut. Vous partez plus en vacances? C'est-à-dire que quand on veut partir, si je pars quand même en vacances, on part en vacances, mais on peut pas dire tiens je vais partir en vacances tel mois. Il y a juste à retenir le voyage. Là, il faut s'organiser pour savoir qui va venir à la maison garder la maman pendant toute la durée des vacances. Et malgré tout, c'est une relation évidemment très riche. Qu'est-ce que vous découvrez comme joie dans cette vie du quotidien, dans vos échanges, dans vos relations avec votre mère qui ont dû forcément changer? Alors, en quoi c'est riche tout de même? Ah, c'est très riche, oui. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur. Parce qu'en définitive, je ne me suis jamais trouvée aussi près de ma mère. J'ai vécu, bon, étant fille unique, elle s'occupait énormément de moi, c'est sûr. Mais là, je me rends compte, elle a toujours des choses nouvelles à m'apprendre, à sa façon à elle. Parce que, bon, à 98 ans, on perd un peu la mémoire. Mais il y a les choses anciennes qui restent. Et c'est enrichissant. Chaque jour, je me dis, bon, bah, c'est vrai que le jour où elle va disparaître, je pense que j'aurai moi aussi besoin de beaucoup d'aide extérieure à ce moment-là. Ça sera compliqué. Et quel conseil donneriez-vous à des familles qui peuvent être dans la même situation que vous, ou qui se posent cette question de prendre en charge un parent âgé? Ben, je leur dirais, tout d'abord, il faut bien s'entendre dans son couple, c'est très très important. Il faut que la personne qui accepte de prendre le parent âgé soit absolument d'accord sur tout, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Il faut avoir un lieu pour accueillir la personne, il faut avoir une chambre. Parce qu'on ne peut pas accueillir quelqu'un dans un salon, une salle à manger, sur un lit qui se déplie. Il faut savoir qu'il faut qu'elle ait son endroit à elle, vraiment, où elle peut être tranquille le soir, si elle a envie de faire autre chose, de regarder sa télé. Et soi-même, on n'est pas tout le temps avec la personne quand même. Alors, vous parliez de vos cours de caté dans le reportage. En quoi la foi est un soutien et au quotidien, est-ce que vous le sentez réellement, cette dimension spirituelle? Oui, maman est très croyante. Moi, j'ai toujours été très croyante, pas toujours très pratiquante, mais très croyante. Et la foi, je pense que ça aide à avancer. Parce qu'il y a des jours où on se lève et on se dit, bah, j'ai pas envie de faire grand-chose aujourd'hui, j'ai pas envie d'avancer. Et le fait d'avoir quelque chose en soi, on dit non, ça ira mieux demain, donc on avance. Je pense que, pour moi, la foi, c'est indispensable. Je me tourne maintenant vers vous, Sylvie Juizaume. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Alors, vous accompagnez, vous, des aidants, donc ce qu'on appelle des aidants familiaux, c'est-à-dire des parents qui peuvent s'occuper d'un parent plus âgé. Et ces groupes de parole se réunissent une fois par mois. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Alors, au préalable, je voudrais donc situer un petit peu le cadre de cet accueil. Donc, il s'agit d'une association, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est la Société parisienne d'aide à la santé mentale. Donc, c'est une association qui, dans le domaine de la santé, propose différentes actions. Et entre autres, il y a un centre de prévention qui est situé dans le 13e arrondissement de Paris, où une fois par mois, un médecin gériatre et moi-même, nous ouvrons un accueil. C'est un groupe ouvert aux aidants. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à permettre un échange de paroles entre personnes ayant en charge une personne âgée, qui peut être un parent, comme vous, madame, qui peut être un conjoint,
Mais il faut savoir qu'en France, il y a plus de 70% des aidants qui interviennent seuls auprès d'une personne dépendante. Qui ne sont pas aidés par des frères et sœurs, donc qui vraiment prennent en charge complètement chez eux un parent. Tout à fait. Donc le problème majeur, si vous en êtes d'accord avec moi, c'est la question de l'isolement. Alors j'entendais dans le reportage que vous avez votre conjoint, vous n'êtes pas seule, vous êtes la fille unique, mais vous avez votre conjoint avec vous et je crois que c'est très important que l'aidant effectivement puisse avoir des proches qui vont le soutenir également dans cette position d'aidant. Dans ces groupes de parole, quelles sont un peu les souffrances, les inquiétudes exprimées par les gens qui viennent ? Ils expriment leur solitude, c'est-à-dire ils sont dans une relation duelle souvent avec une personne devenue dépendante et la dépendance va croissant. Donc l'aidant se trouve isolé parce qu'il est dans cette relation duelle et se trouve quasiment fatigué. À temps plein. Tout à fait. C'est une occupation diffuse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est là tout le temps, cette occupation, tout le temps présente à l'esprit. Et donc, cette position tierce que nous proposons, c'est-à-dire permettre un lieu où les aidants puissent parler, c'est déjà leur permettre de sortir de l'isolement, en rencontrant d'autres aidants qui sont dans des situations semblables aux leurs, mais c'est leur permettre également de faire appel à des professionnels, c'est-à-dire leur donner des pistes pour aller solliciter le tissu associatif, par exemple, pour qu'elles-mêmes puissent se faire aider à domicile, comme vous faites, madame. Oui, tout à fait, c'est important. Voilà, mais éventuellement qu'il y ait des lieux comme un hôpital de jour gérontopsychiatrique existant à la Société parisienne d'aide à la santé mentale, où les personnes devenant dépendantes pourront aller trouver une ressource thérapeutique éventuellement. Alors qu'est-ce qui favorise le bon fonctionnement d'une vie à domicile, justement? Qu'est-ce qui va faire que ça va se passer plutôt bien? À mon sens, en tant que professionnelle et en écoutant les aidants, il me semble que c'est permettre à l'aidant d'avoir du temps à soi. Et souvent, il faut qu'il puisse s'échapper à un moment ou à un autre. Voilà, parce que l'aidant... Avoir des activités à lui. Tout à fait. L'aidant a souvent un sentiment, effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'isolement et se trouve pris dans cette relation sans s'autoriser. Il y a une culpabilité à prendre aussi, du temps pour lui-même. Voilà. Et s'autoriser à prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire abandonner la personne devenant dépendante. Tout à fait. Ouais. Et cette dimension-là me semble importante aussi, c'est-à-dire s'autoriser à avoir du temps pour soi, ce n'est pas abandonner l'autre, mais c'est se ressourcer et vivre sa vie aussi, ce qui n'est pas l'abandon. Alors, est-ce que la vie pour vous chez un de ces enfants est-elle toujours la meilleure option plutôt qu'un placement en maison de retraite? Ça, je crois que c'est l'affaire de chacun. Chaque famille se pose cette question et essaie d'y répondre au mieux par rapport à la situation. Il est vrai que lorsqu'il y a une fratrie, il est important aussi que la fratrie, s'il s'agit d'un parent, puisse se relayer, que les uns et les autres, effectivement, puissent en concertation familiale trouver le moyen de s'occuper du parent âgé. La maison de retraite, je pense qu'après, c'est à chacun de voir en fonction de la situation familiale, de la personne âgée, ce qui correspond le mieux. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce que vous disiez tout à l'heure, madame, dans le reportage, c'est qu'effectivement, vous avez votre maman chez vous et donc vous découvrez quelque chose de votre mère, de son histoire que vous ne connaissiez pas. Et je pense que ces générations vivant ensemble comme ça, eh bien, on a toujours quelque chose à apprendre les uns des autres. Une dernière question rapidement. On a beaucoup dénoncé le manque de solidarité familiale au moment de la canicule en 2003. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que les personnes laissent mourir les personnes âgées dans leur famille? Est-ce que ça vous paraît une vérité ou est-ce que ça a été un petit peu grossi par rapport à la situation réelle? Par rapport au tissu associatif, il me semble, de ma place, que le maximum a été fait pour les personnes âgées. La solidarité familiale existe? Il me semble. Il me semble. Maintenant, ce fait a été diffusé, donc il doit reposer aussi sur des éléments avérés. Mais pour ce que moi j'ai vu en tant que professionnelle, j'ai vu des gens s'occuper de leurs proches. Et ce depuis.
Merci Sylvie Juizaume. Je vous en prie. Eh bien, je me tourne vers vous, Père, pour les dernières minutes de cette émission. Et qu'est-ce que vous en retenez, vous, ce soir? Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré certaines réactions. Par exemple, quand votre mère dit « mais il a une belle-mère charmante ». Tout à fait. Il y a des moments d'humour qui sont merveilleux dans cette histoire. Ça m'a rappelé, moi, les derniers temps de ma propre mère ou ma sœur qui était infirmière, qui était infirmière en retraite, s'est beaucoup occupée d'elle, mais je regrette qu'elle ne m'ait pas téléphoné de temps en temps pour me dire « viens passer 3-4 jours », parce que les derniers temps, les derniers mois, les dernières années d'une mère, c'est sacré. Moi, à l'heure actuelle, tout ça s'est passé il y a 20 ans. Vous n'en aviez pas vraiment conscience à l'époque? Non, mais je le regrette. J'ai une nostalgie formidable. Par contre, ce que je ne regrette pas, c'est que quand ma mère a eu 75 ans, je lui ai demandé « Maman, j'aimerais que tu me racontes ton existence par écrit et que nous ayons tous un peu le témoignage de ce que tu as vécu quand on ne t'a pas connu, quand tu étais jeune, quand tu avais 10 ans, 15 ans, 18 ans. » Elle l'a fait et c'est une petite merveille, ce récit. Donc ça, quel bonheur que j'ai pu penser à cela. Je pensais aussi à Thérèse de Lisieux qui raconte qu'on lui avait confié une sœur très très âgée et qui dit avec joie dans son manuscrit « Je me suis occupé d'elle aussi bien que si ça avait été Jésus-Christ ». Et pourtant, c'était une sœur extrêmement désagréable qui ne remarquait jamais ce qu'on faisait de gentil pour elle. Je trouve ça délicieux de la part de Thérèse de dire « Jésus n'aurait pas été mieux servi ». Et comme Jésus dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Vous avez Jésus à domicile. Il y en a qui voudraient la présence réelle. Vous l'avez. Oui. Et donc, votre vie est merveilleuse. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est pas vous faire complètement phagocyter par cette histoire-là. Et c'est vrai que tout ce dont vous parlez, d'aide que l'on peut recevoir, comme c'est précieux. Et je pense que de plus en plus, des professions vont naître dans ce sens-là. Moi, j'entends beaucoup de jeunes filles, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux être plus tard, elles ont envie d'être comme cela au service d'une personne âgée. Et je crois que ça va être de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de personnes âgées. En 2050, ça sera triplé, j'ai l'impression. 3 fois plus de personnes de plus de 75 ans. Et donc c'est précieux. Alors si les statistiques sont vraies pour dire aussi que les femmes, la moyenne d'âge de départ, c'est 84 ou 85, les hommes, ils ont la délicatesse de partir un peu plus tôt. Mais ça va faire du boulot, là. Le chômage va diminuer, je crois. Je crois que c'est précieux. En tout cas, moi, je trouve sensationnel que des gens puissent garder chez eux une personne âgée. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est une des exigences divines les plus fortes et les plus précieuses. Si on ne s'occupe pas de ses parents, ben on mérite que les enfants ne s'occupent pas de nous après. Enfin, moi, j'ai pas tout à fait ce problème, mais je me mets à la place des parents qui se disent tu veux pas t'occuper de moi, mais attends un peu, dans 30 ans, tu vas voir. Il faut y penser. Oui, moi je voudrais que les générations se côtoient plus fréquemment, parce qu'on a beaucoup à recevoir les uns des autres. Lisons Harold et Maude. Merci Père, à très bientôt. Quelques contacts avant de terminer cette émission. Le Centre de prévention de la spasme dont nous parlions tout à l'heure, la Société parisienne d'aide à la santé mentale, son téléphone, le 01 43 87 60 51, donc qui organise des groupes de parole pour les aidants familiaux 1 fois par mois. Et puis Proximologie, un portail de soutien à l'entourage des malades du cancer et maladies et pathologies chroniques, son adresse internet www.proximologie.com. Enfin, retenez l'adresse agevillage.com. Ce site internet propose des outils, des conseils pratiques pour les familles qui sont confrontées à la perte d'autonomie d'un parent âgé. Et puis quelques livres également sur ce sujet. Vivre avec des personnes âgées en domicile, en établissement, de Clément Pichot et Isabelle Tarot. C'est aux éditions Chroniques Sociales. Enfin, Famille et soutien aux parents âgés dépendants de Jean-Pierre Lavoie, paru aux éditions L'Harmattan.
Je signale également des conférences qui sont organisées par l'hôpital Bretonneau à Paris dans le 18e. L'hôpital Bretonneau propose une série de conférences pour apporter des conseils et soutien aux familles, bénévoles et aidants de personnes âgées. Différents thèmes comme la mémoire retrouvée, le besoin de répit des aidants, le deuil sont autant de sujets abordés un vendredi par mois de 16h à 18h. Renseignements au 01 53 11 18 20. Un dernier mot, cette fois-ci ce sera un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème l'intégration des familles immigrées en France. Nous cherchons une famille qui serait prête à témoigner sur ce plateau. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus ce soir et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la famille en question.